11 avril 2021, bienvenue à une autre édition du podcast La Relève. Édition encore une fois un peu spéciale parce qu'on accueille un autre invité cette semaine et si vous le reconnaissez pas, ben vous aviez juste à vous fermer les yeux puisqu'il est la voix officielle du Rocket de Laval. Anthony Marcotte, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut les boys, belle entrée en matière, Deso, je l'apprécie, t'es bien fin. Oui, c'est vrai, effectivement, il y a beaucoup de gens, surtout cette année, je te dirais, qui... salutations, entre autres, aux policiers de Montréal. Je les ai salués sur mon compte Twitter cette semaine parce que j'ai frappé un barrage policier la semaine passée en sortant du Centre Bell, un contrôle de couvre-feu. Et puis, quand j'ai baissé ma vitre, puis je leur ai dit que je revenais du Centre Bell, ben, les trois policiers ont reconnu la voix. Ils n'ont pas reconnu l'enveloppe, ils ont reconnu la voix seulement. Donc effectivement, quand j'occupe les zones pendant un match de hockey, évidemment, c'est seulement ma voix qu'on entend. Donc, ça fait la différence. Ça aurait justement été bien qu'il se ferme les yeux, n'aurait pas été obligé de t'intercepter sur la route. Oui, c'est ça. Mais ils m'ont contrôlé serré pareil, les papiers puis tout ça. Non, ils n'ont pas les idées quand même. Même s'ils m'avaient reconnu, ils n'ont pas les idées. Ça risque d'arriver plus souvent si le bon call reste à Laval un peu, là, par contre. Oui, ça crée de l'intérêt pas mal, honnêtement. Ça, c'est vraiment le fun. Honnêtement, je me rappelle pas la dernière fois que le Club École des Canadiens avait générer autant d'engouement et c'est pas vraiment juste à cause de la fiche là, ça fait quelques années là, que ça a oscillé autour de 500 mais là on a une vraie bonne équipe, une bonne fiche et en plus t'as le meilleur espoir du tricolore depuis belle lurette qui s'amène, fait que il y a plusieurs rastes qui s'alignent, puis je suis content pour toi parce que ça fait une belle couverture autour de l'équipe cette année. Là. Avant qu'on embarque trop sur Caulfield, vous l'avez remarqué à l'écran, là, Tony, on parle de ta voix, on parle de la description. Tu es reconnu dans le milieu, tu es excellent dans ce que tu fais. Puis je pense que c'est un moment quand même historique. Là. Nick vient de le dire, c'est un des très bons prospects que le Canadien a eu des dernières années. Je veux qu'on prenne le temps ensemble de revivre le moment de son premier but chez les professionnels. La machine à scorer, c'était préparé, ça, comme call? Ouais, je m'étais préparé un petit peu. Je me doutais bien que le jeune homme allait faire un coup d'éclat. J'avais comme le feeling que ça se passerait très bien pour Cole Caulfield, effectivement. Ça s'est très bien passé. Je pense que j'aurais dû garder l'extrait au complet. On l'a coupé un petit peu, mais ce que j'ai dit tout de suite après, c'est j'ai sorti son nombre de buts marqués dans le programme de développement américain et les buts marqués aussi avec les Badgers de Wisconsin. Donc, ça m'a permis justement d'en rajouter, d'en beurrer un petit peu plus épais à la toast. Non, mais il faut se le dire, c'était quand même un peu hollywoodien. Là. À son premier match chez les pros, tout le monde l'attend. Il y a plein de gens qui sont encore sceptiques, arrivent là. Non seulement marque à 2 reprises, obtient une mention d'aide, mais il est partout sur la patinoire. Tu sais, je veux dire, c'était pas des buts à la Michael Ryder qu'on voit pas de la partie puis que finalement il marque. Il était présent, il provoquait des choses, il patinait. À quel point est-ce que c'était plaisant à décrire comme match, Tony? Ben, premièrement, il a été un poison du début à la fin du match. Là, comme tu l'as dit, dans le match de vendredi, pour moi, c'était le meilleur joueur sur la glace des deux côtés. Il était un petit peu plus discret le lendemain. C'est un petit peu normal, là. Beaucoup d'émotions la veille. Gagne le Robbie Baker, joue son premier match. C'est la première étoile de la partie. Quelle entrée en matière. Le lendemain, il n'a pas été mauvais, mais il a été un petit peu plus discret, mais il trouve quand même le moyen de marquer. Il a été un peu chanceux sur son but. Il a fait dévier avec le patin, là, mais quand même, c'est le but vainqueur. Donc, il était posté devant le filet, était au bon endroit au bon moment. La rondelle l'a frappé, ça s'est transformé en but. Mais exactement, c'est un match spécial. On avait Dieu que pour le 44, même s'il se savait scruter à la loupe, il a été capable de faire vraiment quelque chose de spécial. Mais si je ne me trompe pas, en plus, là, du côté de son deuxième match, il a fait face à quelque chose qu'il n'avait probablement jamais fait face auparavant, que ce soit chez les moins de 18 ans, que ce soit dans la NCAA, etc. Il y a des joueurs adverses qui ont tenté de le déranger. C'est Rich Clune, je ne me trompe pas, qui est allé le brasser un peu, puis finalement, Clune a coupé d'une pénalité, là. Mais ça aussi, c'est intéressant. Lors du deuxième match, c'est un aspect qu'il a dû devoir s'ajuster là-dessus. Là. Oui, il s'est fait brasser assez tôt dans le match, il s'est fait frapper. Michael Pezzetta, dès que Clune est sorti du banc des pénalités, ils ont engagé le combat. Tu vois que les gars se tiennent. C'est pas parce que c'est une jeune vedette qui sort des rangs collégiaux qu'on le défendra pas. Tout le monde connaît un petit peu son rôle et Pezzetta a cru bon là, de se porter à sa rescousse.
Mais c'est ça qui arrive avec la Ligue américaine. C'est une ligue qui est pas mal plus robuste que la Ligue nationale dans la majorité des cas. Donc, c'est sûr que Caulfield, plus le temps il va passer dans la Ligue américaine, c'est sûr qu'il va se faire brasser. Alors, c'est pourquoi moi, je pense que son passage va être de courte durée. J'ai quand même envie de dire quelque chose, et ça concerne personne ici, c'est que les gens qui étaient surpris vraiment de l'entrée remarquée de Cole Caulfield et du fait que Cole Caulfield connaît immédiatement du succès dans la Ligue américaine, je pense que ces gens-là n'avaient peut-être pas vu jouer Cole Caulfield dans la NCAA parce que c'est pas une surprise. Le gars a réussi à s'adapter à tous les niveaux et le gars, c'est pas juste un tir qui est puissant, qui lui permet de battre des gardiens plus faibles dans la NCAA, c'est une intelligence, un sens du jeu qui est au-dessus de la moyenne. Alors, c'est pas surprenant que Cole Caulfield ait trouvé le moyen de dominer dès ses débuts dans la Ligue américaine. Bon, la Ligue nationale, ça, c'est une autre bête et on va voir ça plus tard. Mais non, il n'y a aucune surprise à date, là. Au-delà de son talent, de ses talents de marqueur, là, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'il va avoir du succès dans la LNH. C'est son sens de l'anticipation, à quel point il est capable de deviner ce qui se passe autour de lui. La rondelle va le suivre à cause de ça. Exact. Le premier but qu'il a marqué vendredi, là, c'est le meilleur exemple. Il fonce au filet, obtient une chance de marquer qui n'a pas fonctionné, mais immédiatement repère que les défenseurs sont un peu aimantés vers la rondelle. Il a décidé d'aller derrière les défenseurs, c'est complètement fait oublier. Résultat, Jordan Will, qui a fait un superbe jeu là-dessus, là, on va rien lui enlever. Mais Caulfield était placé, c'était complètement fait oublier. Et il a marqué un bon but Cole Caulfield, là, un but dans son bureau, un bon but classique. La marque de commerce, se faire oublier. Exact. Et ça va être tout le temps comme ça. Il est toujours capable de se faire oublier par l'adversaire pendant 4, 5 ou 6 secondes. Et puis, à la dernière seconde, paf, ça marche. C'est vraiment impressionnant là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui tu l'as dit, Nick, puis tu as raison, beaucoup de gens le voient comme un marqueur de but unidimensionnel qui n'est pas capable de rien faire d'autre sur la glace. Ben, ceux qui ont regardé le mondial de hockey junior vont dire « Ah ouais, mais il n'a pas été un joueur d'impact pour les Américains. » Oui, puis non. Oui, puis non. Si on regarde son portrait d'ensemble, il a été un joueur qui a été très coriace pendant tout le championnat. Tellement d'accord avec toi. Moi, j'ai vu un gars nettement amélioré pendant le mondial de hockey junior 2021, comparativement à celui de 2020 où il avait été moins spectaculaire, moins bon, mais en général, c'est un bien meilleur tournoi pour lui. Puis en regardant ce qu'il a fait avec le Wisconsin, je veux dire, c'était le joueur de cette équipe-là. C'est pas une si bonne équipe que ça, les Badgers. Non, il était capable de les rendre nettement meilleurs. Donc, non, moi, je suis zéro surpris du succès de Caulfield. On pourra en parler plus longuement, mais moi, je pense pas que le Canadien peut se passer de ses services encore longtemps. Je pensais vraiment qu'on l'amènerait immédiatement. Pas de problème à ce qu'il ait joué des matchs dans la Ligue américaine. On a vu ce qu'il était capable de faire. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ce jeune homme-là, c'est pour de vrai. Il ratera pas son... Un espoir spécial et les espoirs spéciaux brûlent des étapes. Est-ce que sur le deuxième but, là, est-ce que c'était voulu, tu penses, qu'il fasse une passe à lui-même par la jambière du gardien de but? Est-ce qu'il lance la rondelle sur la jambière pour reprendre lui-même le retour? Est-ce qu'il est intelligent à ce point-là? Je pense pas, moi. Ouais, il a suivi le jeu, il faut lui donner ça. Exact. Il démissionne pas. Après son tir, il continue d'avancer vers le filet. Je pense qu'il y a un flair incroyable pour le but. De là à dire que c'était prévu. Ouais. Là, je pense qu'il voulait le battre directement, là, pas sur le retour. Tony, dans les derniers, puis tu suis beaucoup plus le Rocket que moi, là, mais c'est une ligue qui frappe. On le sait, il y a beaucoup de jeunes qui tentent de se faire une place, qui tentent de se faire remarquer par le club d'en haut pour monter et graduer dans la Ligue nationale. Il y a des blessures qui surviennent. On a vu des fois Michak, on a vu Ilonen se faire brasser pas mal. Est-ce qu'on craint que Caulfield, par sa petite stature, est-ce qu'il n'est pas un peu vulnérable de se faire frapper? Parce que c'est une ligue qui est très robuste. Oui, ça brasse plus. Tu as raison. Tu parlais de Michak et de Ilonen. Les deux ont été blessés lors du même match par des mises en échec qui n'étaient pas vicieuses, mais certainement très sévères, je te dirais. Michak n'a pas la maturité physique d'un Cole Caulfield, par contre. Il est tout petit et il s'est fait brasser sérieusement. Dans le cas de Ilonen, il avait la tête entre les deux jambes. Il n'a jamais vu Jimmy Oligny l'arriver pour le frapper. Donc, tu sais, à un moment donné, tu sois responsable un peu. Je pense que Caulfield, ça fait des années qu'on dit qu'il est petit. Ça fait des années qu'on lui dit qu'il ne réussira pas. Ça fait des années qu'il se fait brasser. Tu sais, dans le collégial américain, ça brasse un peu aussi. La mise en échec est permise. Ça ne m'inquiète pas trop. Tu sais. Je pense qu'il a un petit peu du Martin Saint-Louis dans le nez. Tu sais, Martin Saint-Louis a rarement été frappé solidement dans sa carrière. Il roule avec les coups.
Moi, je pense que ça va bien aller pour. Écoute, moi, le coach de l'université Notre Dame, Jeff Jackson, qui a coaché contre Caulfield, puis aussi coaché contre Johnny Gaudreau, me disait OK, mais Johnny Gaudreau, dans la Ligue nationale de hockey, est-ce que vous le voyez se faire frapper solidement? C'est pas compliqué. C'est extrêmement difficile de plaquer Caulfield. C'est extrêmement difficile de plaquer Gaudreau. Ces gars-là sont hyper elusive, sont hyper agiles. Ils vont réussir à rouler sur les mises en échec aussi. Et ils sont tellement vifs sur leur patin. Et c'est des joueurs aussi qui sont intelligents. Donc Michak, oui, il va apprendre à mieux se protéger et à ne pas se placer dans des positions vulnérables. Mais Caulfield, là, depuis le début de sa carrière, il se l'est fait dire. Depuis le début de sa carrière, il a dû apprendre à jouer contre des joueurs plus gros que lui. Donc, il est prêt à ça. C'est pas nouveau pour lui. Et évidemment, il n'a peut-être pas joué avec des joueurs avec les capacités athlétiques de ceux de la Ligue nationale, mais il n'y a rien de nouveau pour lui et il connaît le tabac. Là. Mais je dis pas que les matchs vont être comme ça dans le futur, mais si je me fie seulement aux 2 matchs de cette fin de semaine, là, Caulfield ne sera pas frappé parce que Caulfield, dans le fond, comment il va jouer dans les coins, c'est qu'un joueur comme Yannick Veilleux, par exemple, qui est beaucoup plus physique et son travail, ça va être davantage de gagner les batailles en fond de territoire. Caulfield se place toujours un peu à côté, sur le côté de la rampe, pour être capable de récupérer la rondelle, ensuite faire un jeu, de faire circuler la rondelle par la bande ou envoyer ça au défenseur. C'est davantage ça qui va le servir. Tu vas pas frapper un joueur qui n'a pas la rondelle, ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est plus ses partenaires de trio qui vont aller chercher la rondelle. On le sait, il n'est pas gros, c'est pas sa force, donc on va davantage utiliser des joueurs complémentaires. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Son sens de l'anticipation de se faire oublier, il est toujours en train de tourner dans la zone. À un moment donné, tu vas regarder, il est à gauche. À un moment donné, tu vas regarder une autre fois, il est rendu à droite. Il bouge constamment. Ça, c'est très difficile à surveiller et surtout à frapper, justement. En plus, il a un bon coup de patin. Il est capable de se démarquer. Son coup de patin est tellement meilleur en plus cette année. Beaucoup d'améliorations sur ce plan-là. Déjà de calibre de la nage, honnêtement. Ça vaut la peine de le souligner, c'était prévisible, personne n'est tombé en bas de sa chaise, mais Cole Caulfield a remporté le trophée Obi Baker, remis au meilleur joueur de la NCAA, pleinement mérité, 30 buts en 31 parties. Et quand on regarde la liste des joueurs au fil des années qui ont remporté ce prix-là, on peut penser notamment à Gaudreau, qu'on a mentionné un peu plus tôt, Eichel a remporté ce prix-là, Makar a remporté ce prix-là. Donc, c'est quand même prometteur là, pour Caulfield. Et est-ce qu'on pourrait le voir plus rapidement que prévu? Pas nécessairement que prévu, mais est-ce qu'on pourrait le voir rapidement dans la Ligue nationale quand on considère que Gallagher est blessé et surtout quand on considère que depuis la pause COVID, le Canadien n'est que 1 en 21 en avantage numérique. Est-ce qu'elle n'est pas là la recette pour relancer le Canadien qui a encore été blanchi hier face aux Jets? Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute. Je pense que soulever la question, c'est une évidence. Et aujourd'hui, j'ai soumis sur mon compte Twitter un sondage, 55% en faveur d'un rappel de Caulfield, 45% en désaccord. Tu sais, la Ligue américaine, c'est beau. Je ne serai pas celui qui va défaire le produit avec vous autres ce soir. Je décris les matchs de la Ligue américaine. Mais il faut se rendre en évidence cette année que c'est un endroit qui va servir au développement uniquement, qu'il n'y a pas de carotte au bout du nez et il n'y aura pas de séries éliminatoires à la fin de la saison pour Cole Caulfield et les jeunes joueurs. Tu sais, il reste 10 matchs à la saison du Rocket. Tu vas jouer tous tes matchs contre Toronto et Belleville. Je veux dire, quel est vraiment l'avantage de garder Caulfield dans la Ligue américaine si on pense vraiment qu'il est capable de nous aider dans le contexte de la Ligue nationale sur un avantage numérique dans une course aux séries? Si c'est une épice qui change ton portrait offensif, tu te dois de l'essayer. Moi, je disais la même chose avant qu'il signe son contrat. On attendait juste qu'il signe pour voir quelle décision on prendrait. On a décidé d'envoyer dans la Ligue américaine. Il a été très bon en fin de semaine. Puis là, dans les 2 prochaines semaines, le Rocket, dans les 3 prochaines, il y a 3 matchs au calendrier. Alors, Caulfield, il va pratiquer avec Joël Bouchard, puis il va jouer 3 matchs. Je pense qu'on va le rappeler avant ça. Moi, j'analyse ça de cette façon-là, OK? Moi, je pense que Cole Caulfield arrive avec le Canadien demain matin et c'est probablement le joueur qui a le meilleur tir. Et c'est peut-être aussi le joueur qui a les meilleurs instincts offensifs. Ça se débat encore dans le moment actuel, mais déjà, on sait ça. Moi, j'ai aucun doute que Caulfield, tu le mets dans l'alignement d'un matin et il peut marquer des buts, surtout en avantage numérique. Bon, là, après, est-ce que Dominique Ducharme va être à l'aise de le déployer dans différentes situations sur la patinoire? C'est vraiment là l'enjeu. Est-ce que Ducharme va avoir confiance en lui? Est-ce que Ducharme va pouvoir l'utiliser suffisamment en 5 contre 5? Moi, je pense que ça vaut la peine de l'essayer, ne serait-ce que comme
comme spécialiste. Et moi, je n'adhère pas vraiment à la théorie que simplement l'essayer pendant 5-10 rencontres, ça brûlerait complètement le joueur. Le Caulfield, honnêtement, c'est quelqu'un qui peut faire face à l'adversité. C'est quelqu'un qui est plus fort qu'on le pense entre les deux oreilles. Là. Si un espoir est scrappé parce qu'il a joué 5 matchs trop rapidement dans la Ligue nationale, ben, je me questionne sérieusement sur son caractère en tant que joueur. Là. C'est quelqu'un qui a du caractère. Cependant, je vois pas son passage dans la Ligue américaine comme du temps perdu non plus. Je pense que défensivement, dans ses sorties de zone, des choses comme ça, il y a quand même intérêt à travailler. Et Tony, c'est le fun que tu sois là ce soir. Là. Tu connais Joël Bouchard depuis longtemps. Tu as décrit ses matchs lorsqu'il était avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Là. Moi, selon moi, là, c'est peut-être sinon le meilleur entraîneur que Caulfield peut avoir présentement pour travailler les petits détails sur lesquels il doit travailler. On ne se le cachera pas, Dominique Ducharme, c'est très en unité de 5. C'est vraiment des transitions avec les joueurs très, très, très rapprochés. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Caulfield en fin de semaine, mais je crois qu'il a encore place à amélioration. Il y a un jeu, notamment en première période du match de vendredi. Là, il a échappé son homme, ça a amené un but. Là. Ouais. Ben, non, mais il y a celui-là, mais ça amenait à rien le jeu que je te parle. Là, mais il y a la fâcheuse habitude, puis c'est correct de temps en temps de vouloir surprendre l'adversaire et partir en échappée. Mais il est un peu parti un peu trop rapidement sur sa sortie de zone. Et sans le voir, je pense que c'est Yannick Veilleux a relancé ça derrière le filet pour Josh Brook. Et là, ça redevient une espèce de sortie de zone classique. Mais là, Caulfield n'était plus à sa position. Ce que ça a fait en sorte, c'est que la rondelle a été distribuée à Jordan Will. Jordan Will a fait une remise un peu faible, si on veut. Ça a redonné la rondelle à l'adversaire parce que Caulfield était déjà trop loin. Alors que si Caulfield avait tout simplement été à sa position, ça aurait bien été. On aurait eu une sortie de zone en transition, ça se serait bien passé. Et je reviens à Joël Bouchard. C'est un joueur de détail, c'est un joueur de système, c'est un joueur qui est très, très, très bon. Peut-être pas pour le sens offensif, mais pour ça, c'est un entraîneur excellent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tony, là-dessus. Ça se défend très bien ce que tu dis. Tu as raison. Joël va être à cheval sur bien des petits détails. C'est un peu sa responsabilité. Hein. Tu veux former le joueur pour qu'il soit le plus à l'aise possible, le plus confortable dans la Ligue nationale. Puis surtout, quand tu arrives à l'échelon supérieur, que tu ne sois pas un peu perdu dans le système de jeu de l'entraîneur en place. Donc, c'est un peu la responsabilité au niveau inférieur d'adopter un petit peu les mêmes patterns de jeu qu'on a dans la Ligue nationale. Donc, ça, c'est pas une méchante idée en soi. J'aurais peut-être une autre opinion si on avait un long voyage sur la route où il y a 6 matchs dans les 2 prochaines semaines. Là, tu te dis, OK, c'est un petit peu différent. Mais là, de 1, le calendrier est tranquille à Laval. Et de 2, le club en haut a besoin d'aide le plus rapidement possible parce que les séries, c'est pas de l'acquis encore. Moi, je ne pense pas du tout que les Flames de Calgary ont dit leur dernier mot. Il reste 5 matchs contre le Canadien de Montréal d'ici la fin de la saison. Tout est encore possible pour Calgary. Le Canadien ne peut pas se permettre de se mettre sur le cruise control. Il y a trop de signes embêtants présentement chez le Canadien. Je n'ai pas du tout aimé les derniers samedis soirs à domicile où tu te fais planter par Ottawa et tu te fais planter par Winnipeg. Ça, c'est pas normal. Tu joues chez vous, tu as le dernier changement et tu te fais vraiment dominer à plate couture par l'adversaire. Donc, ça, c'est des signes qui ne mentent pas. On verra maintenant ce que Marc Bergevin va faire lundi pour la date limite des transactions. John Merrill, aujourd'hui, ne sera pas le sauveur. C'est de la profondeur en défense, mais en attaque, à un moment donné, ça va prendre des buts. Ouais, et les buts que Gallagher ne te marquera pas dans les 5 prochaines semaines, ben si c'est Caulfield qui est capable de te les amener, il faut que tu en profites. Ben, le problème, là, et je te dirais que ça a été un peu une anomalie le dernier match contre les Jets parce que oui, là, ils ont été dominés de bout en bout, mais le Canadien a été pas mal dans tous les matchs cette saison. Là. Il n'y a pas beaucoup de matchs durant lesquels le Canadien a tiré moins que l'adversaire, durant lesquels le Canadien a été vraiment outplayed là, en bon français. Mais là où je veux en venir, moins que l'adversaire, mais il tire tellement de l'extérieur. Oui, je regarde les derniers matchs, là, ça a été 40 lancés au filet, mais 3 bonnes chances de marquer. Ben, honnêtement, si tu regardes quand même à la fin du match, ces statistiques-là sont disponibles des autres si tu regardes le compte des chances de marquer. C'est très rare que le CH est loin du compte par rapport à son adversaire, puis je te dirais que c'est souvent le contraire. Dans les 4 derniers matchs, Nick, pour vrai, j'ai pas besoin de statistiques avancées pour te dire qu'il n'y a pas eu de chance solide du Canadien de Montréal. Oui, au volume, si tu regardes la proportion,
Je suis d'accord, mais quand tu regardes quand même le compte final de chance, ils ont réussi quand même à en avoir une ou deux de plus ou à sensiblement le même total. Là où je veux en venir, si on regarde à l'échelle de la saison, OK, c'est que les Canadiens sont pas capables de gagner des matchs quand ils jouent mal. Et des bonnes équipes, même quand elles vont mal jouer, elles vont gagner ces matchs-là. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des joueurs comme Cole Caulfield qui peuvent sortir de nulle part et te marquer un but important. Ben, on en manque un peu là, ces temps-ci. Oui, Josh Anderson, oui, il y a Tyler Toffoli. Je pense que depuis le début de la saison, ces gars-là ont joué peut-être un peu au-dessus de leur tête aussi, alors que c'est là qu'il y a un gars comme Caulfield. Tu as besoin d'un joueur comme Caulfield pour gagner des matchs laids un peu parfois, parce que le Canadien, genre forcément, je trouve qu'ils sont tout le temps au moins dans le match, si on fait exception de la dernière rencontre, là, avec la structure, avec le système, sont au moins là. Je veux dire, c'est rare qu'on n'a pas un match avec les Canadiens. Moi, je trouve que c'est mentalement qu'ils sont faibles. Dernièrement, on aurait dit qu'on donne le premier but, puis c'est comme si la partie était terminée. On voit plus l'équipe qui est capable d'avoir du chien jusqu'en troisième période. J'ai l'impression que c'est une équipe qui va faire une erreur, puis que là, va vraiment être assommée par ça. Puis c'est souvent des cadeaux. Tu regardes le premier but hier, Jeff Petrie, remise molle en plein centre de la patinoire à Paul Stachy. Tu sais, c'est des jeux que les vétérans absolument ne font pas, mais que malheureusement, dans les derniers matchs, se font. Est-ce que c'est parce qu'ils jouent beaucoup de matchs, pratiquent peu, nouveau système? Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec vous que dernièrement, c'est quand même un peu inquiétant à ce niveau-là. Il y a des gars qui, tu l'as dit, n'ont pas le même mordant qu'on voyait au début de la saison. Tu sais, Josh Anderson m'a dit de quoi hier, là. Oh là là, que ça faisait dur, certaines présences. Il n'y avait pas le jump qu'on a l'habitude de voir dans son cas. Toffoli, pas mal moins menaçant. Jonathan Drouin, 2 buts. Je ne veux pas m'acharner sur lui, mais il connaît une saison très moyenne. Jonathan doit marquer de temps en temps. Puis à un moment donné, il faut qu'il se salisse le nez, marquer des buts. Pour se sortir d'une mauvaise séquence, tu n'as pas le choix. Il faut que ça fasse un petit peu plus mal. Il faut que Jonathan y aille en avant du filet un peu plus. Hier, il y a une chance en or devant le but. S'il va au contact davantage devant le filet, c'est un but certain. Puis on a peut-être un autre match hier contre Winnipeg si Drouin marque le premier but du match. Tony, bon, pour les gens qui ne le savent pas, qui viennent de joindre à nous, tu es le descripteur du Rocket, donc je veux m'attarder un peu plus au Rocket qu'aux Canadiens. Il y a un joueur qui fonctionne très très bien cette saison et qui honnêtement m'a surpris. Pas que je pensais que c'était un espoir qui était fini, qui était aux poubelles, mais il faut forcer d'admettre que Ryan Poehling connaît une saison excellente comparativement à ce qu'il nous avait démontré l'année dernière avec le Rocket. Ouais, moi, Ryan Poehling, ce que je pouvais lui reprocher à l'occasion, c'est son manque de régularité dans son effort. Parce que Poehling n'a pas le talent offensif qui lui sort par les oreilles. Il a un beau coffre à outils, il a un bon coup de patin, c'est un gars avec un bon gabarit, qui est quand même relativement solide sur les mises au jeu. Il y a quand même un package intéressant de la Ligue nationale. Par contre, moi c'est drôle, mais je le compare un petit peu à Philippe Danault dans son style de jeu. C'est un gars qui doit être le pied au fond à tous les jours, tous les soirs, à tous les entraînements, parce que sinon, il va devenir un joueur rapidement marginal. Il faut qu'il réussisse dans les petits détails à être un joueur au-dessus de la mêlée. Et je pense que là-dessus, Joël Bouchard a fait tout un travail au cours de la dernière année pour faire comprendre à Poehling que même s'il a marqué 3 buts son premier match dans la Ligue nationale, que ça n'arrivera pas comme ça, les chances offensives. Et ça, je pense que le message a commencé à entrer l'an passé, quand Poehling s'est rendu compte que même au niveau inférieur, il n'était pas capable d'avoir des chances avec régularité. Il y a des matchs l'an passé où tu n'avais aucune chance de marquer pour Ryan Poehling. Je me disais, il est où le talent offensif? Ça t'en prend plus que ça pour avoir du succès dans la Ligue nationale. Sauf que là, cette année, beaucoup plus rigoureux dans son effort, très peu de mauvaise présence. Il a le pied au fond à tous les soirs. Et là, il récolte les fruits. Depuis le début du mois de mars, c'est 1 point par match en moyenne dans le cas de Poehling, ce qui est excellent dans la Ligue américaine. Alors moi, il m'impressionne cette année. Il est revenu en forme. Il semble avoir une excellente condition physique. Et là, il se retrouve dans la situation où il est le joueur de centre numéro 1 du club. Et il y a beaucoup de charges sur ses épaules. Il y a beaucoup de blessures à Laval. Et là, il est le joueur central sur son trio. Moi, je vois ça avec beaucoup de positivisme cette saison. Je suis intrigué par ta comparaison avec Philippe Danault parce qu'on s'entend, si tu me dis que demain matin, Ryan Poehling va devenir un Philippe Danault, moi, je signe tout de suite. OK? Exact. Je pense que ça serait excellent. Ça, si tout se passe bien. Il ne faut pas minimiser non plus l'importance de Danault au sein de l'équipe. Et je me demande sérieusement,
est-ce que Poehling a la vision du jeu de Philippe Danault, par contre? Parce que quand même, on va quand même regarder ça. Chaque année, Danault réussit quand même à bien faire paraître ses coéquipiers. À 5 contre 5, là, il est parmi les meilleurs de la Ligue nationale pour les passes primaires, là, les espèces de passes décisives sur les buts. Alors moi, je me questionne là-dessus. Oui, je vois un gars qui lorsqu'il déploie un bon effort, peut être efficace dans une certaine mesure offensivement. Un coup de patin très smooth, un bon coup de patin. Mais est-ce que Ryan Poehling a la vision du jeu pour aller produire son 40-50 points dans la Ligue nationale? Ça, je me pose la question. Je le vois peut-être plus comme un bon attaquant dans le top 9 qui va récolter sa trentaine, quarantaine de points et pouvoir s'acquitter de responsabilités défensives. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Loin de moi l'idée de vraiment d'en enlever au travail de Philippe Danault. C'est un gars que je respecte énormément. Absolument. Qui a une super carrière dans la Ligue nationale. Bien peu de gens pensaient qu'il aurait un tel impact. Peut-être au-dessus de sa tête un peu dans les dernières années parce qu'il n'y avait pas de solution vraiment au poste de joueur de centre. Là, c'est un petit peu différent. Tu as raison. Je pense pas que Poehling ait la vision d'un Philippe Danault. Je pense pas non plus qu'il ait toutes ses capacités défensives, couper des passes. Tout ça, c'est le sens du hockey développé de Danault qui lui permet de bien réagir en mission défensive. Danault est aussi meilleur que Poehling au cercle de mise au jeu. Pour l'instant, c'est clair qu'il y a du travail à faire encore dans le cas de Poehling. Mais par contre, je pense qu'au niveau force physique, on doit donner l'avantage à Poehling là-dessus. Absolument. Et pour moi, il est un meilleur patineur aussi que Philippe Danault. Plus de puissance dans ses enjambées. Ouais. Il est plus puissant. Plus puissant. Je pense que ce que tu voulais dire, Tony, également, c'est davantage la chaise. C'est davantage que Ryan Poehling peut aspirer à un rôle de troisième centre, si tu veux. Parce qu'au niveau des styles, je suis d'accord avec vous deux, là, c'est vraiment pas le même joueur. Je pense que Ryan Poehling, au niveau des habiletés naturelles, il est bien meilleur que Danault. Mais par contre, Danault, dans la compréhension du jeu sur l'ensemble de la patinoire, là, vraiment le jeu défensif, je pense qu'il y a une longueur d'avance. Et c'était même le cas au même âge que Ryan Poehling. C'est ça. Tu sais, l'an passé, à pareille date, je me disais, ouais, là, c'est une mauvaise saison sur tous les plans. En plus, il a été blessé l'an passé. Ce qu'on a entendu, c'est que à travers les branches, lorsqu'il est arrivé pour l'environnement protégé de Toronto, la bulle n'était pas en excellentes conditions physiques non plus. Je sais que ça a déçu énormément l'organisation. Il n'a pas fait partie des plans pour un poste à Montréal cette année. C'était identifié Ligue américaine dès le départ. Je pense que là-dessus, Poehling a rapidement compris le message. Même s'il était sur le taxi squad au début, parce que c'était pas encore commencé dans la Ligue américaine, c'était appelé très, très clair là, qu'il se retrouvait avec le Rocket. Mais à partir de ce moment-là, après un lent départ, il a décollé depuis et on peut absolument rien redire là, sur son travail. Mais c'est sûr que d'être amené à Toronto, mais de voir Alex Belzile le dépasser dans la hiérarchie pour des matchs de séries éliminatoires dans la bulle, c'est sûr que ça a dû lui envoyer un drôle de message. Mais chapeau au jeune homme de s'être pris en main parce que on s'entend, on en a un peu parlé la semaine dernière là, avec Jean-François Chaumont, là, mais de marquer 3 buts en temps réglementaire contre Toronto, un autre en tir de barrage, ça a été au final un cadeau empoisonné pour le jeune parce que peut-être qu'il a pris pour acquis que ce serait facile à la Ligue nationale et que là, il a fait un pas de recul. Peut-être que là, il avait un surplus de confiance et ça lui a pris du temps à se remettre en marche dans la Ligue américaine. Mais là, je pense qu'en ce moment, c'est le cas. Malheureusement pour lui, tu l'as un peu effleuré, Tony, il n'y aura pas de séries éliminatoires. Comment est-ce que les jeunes peuvent continuer à se motiver à jouer cette saison régulière et à être autant dominants sans avoir l'espèce de bonbons qui les attendent? Ben, c'est une très bonne question, puis c'est une question des autres que je pose souvent après les points de presse parce que je suis un petit peu ébahi par l'effort de cette équipe-là à tous les matchs. Rares ont été les mauvais efforts du Rocket. Ils ont échappé des matchs cette année, ce qui est normal. Mais un match où il ne se présente pas, c'est jamais arrivé cette année. Jamais. Et il n'y a pas eu une mauvaise performance de 60 minutes depuis le début de la saison. C'est carrément exceptionnel compte tenu des blessures qu'on a eues en plus dans le voyage dans l'Ouest. Mais quelle est la motivation? Et tout récemment, fin de semaine, je l'ai demandé à Laurent Dauphin. Puis Laurent Dauphin, ce qu'il a répondu, c'est que Joël, il trouve le moyen de nous motiver, puis il nous challenge, puis on répond à ces challenges. Après ça, j'ai renchéri. As-tu des exemples? Et Dauphin m'a répondu qu'actuellement, c'est une séquence de 4 matchs de suite contre Toronto. Et Joël, il nous a challengé
Une série éliminatoire 4-7, il faut gagner les 4 matchs, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais tu sais, c'est penser en dehors de la boîte constamment dans le cas de Joël Bouchard. Il est capable de soutirer le meilleur de ses joueurs. Il faut rendre énormément de crédit parce que moi, j'ai une pensée pour ces contractuels de la Ligue américaine qui sont engagés pour jouer des matchs à Laval avec, au bout de la ligne, la chance de gagner la Coupe Calder et se mériter un contrat l'année suivante, que ce soit à Laval ou ailleurs. Tu sais, c'est des contrats court terme dans la Ligue américaine. La majorité du temps, c'est des contrats d'1 an et ces contracteurs indépendants-là se promènent un petit peu partout à travers la Ligue. Donc, souvent, ils ne sont que de passage pendant une saison. Ils tentent le mieux possible d'embarquer dans le plan de l'entraîneur et de l'organisation. Mais au bout de la ligne, ces gars-là sont engagés. Pourquoi? Ben, c'est pour épauler les jeunes qui, eux, vont être appelés à monter. Et cette année à Laval, ben, il y a ce genre de joueurs-là, là, des Yannick Veilleux, des Jordan Wheel, c'est des gars qui sont là, oui, pour avoir une chance à la Ligue nationale, mais ils savent très bien que leurs chances de monter sont très faibles. Mais ces gars-là sont engagés dans le processus parce qu'il y a un coach qui, clairement, fait toute une job parce que les gars embarquent à tous les soirs et ça m'impressionne drôlement. Honnêtement, les gars, là, ça fait longtemps que je regarde du hockey. J'ai regardé de tous les calibres, là, LHJMQ, LNH, Ligue américaine, nommer les ligues. Là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans ma vie que j'ai vu travailler autant que le Rocket cette année. Ça, c'est absolument vrai. Non seulement c'est une des équipes qui travaille le plus fort que j'ai vu, mais en plus, les joueurs qu'ils ont sous la main, ce sont pratiquement tous des joueurs de caractère et d'intensité de travail. Tu as des Joël Tisdale, tu as des Raphaël Harvey-Pinard, tu as Jordan Will, tu as Joseph Blandisi. Tout le monde embarque dans le train et en plus, avec un entraîneur comme Joël Bouchard, c'est encore plus facile de se motiver. Il va toujours te sortir une phrase qui sort un peu une phrase à l'emporte-pièce qui va te motiver. Puis honnêtement, c'est pédale au plancher, match après match après match. Parce que le Rocket, si on regarde sur papier, là, c'est une équipe correcte, là, mais pas une des meilleures équipes de la Ligue. Il y a des équipes qui ont plus de talent que ça. La structure est différenciée. C'est épouvantable. L'échec avant est tellement incroyable. Ça va seulement être bon pour ces jeunes-là. Là, par la suite, s'ils ont des chances de se retrouver dans la LNH avec les Canadiens ou ailleurs, ben écoute, ça va être faire partie de ton ADN et ça va te donner un outil de plus qu'un autre joueur qui n'a pas vécu cette expérience. Mais là, dans tout ça, là, le mot, tu dois entendre les mêmes affaires, Anthony. Le mot se passe à travers la Ligue que le Rocket de Laval est une équipe extrêmement bien dirigée. Là. La réputation de Joël Bouchard est en train de se faire à travers la Ligue et je me demande parfois si c'est pas un entraîneur que le CH va inévitablement échapper là, à un moment donné. La question à 1000 $, Nick. Tu as raison. Moi, je vous le dis, je vais tomber en bas de ma chaise un jour si dans un avenir très, très proche, Joël Bouchard ne serait pas approché sérieusement pour un poste dans la Ligue nationale, que ce soit comme entraîneur-chef ou comme entraîneur associé. Moi, je pense que ça, c'est une question de temps avant que ça arrive. Est-ce que cette offre-là va venir du Canadien ou elle viendra d'ailleurs? Ben ça, on verra bien. Moi, je pense que Joël Bouchard a toutes les capacités pour devenir un coach à la Ligue nationale. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Son équipe performe à tous les soirs depuis plusieurs années maintenant. La seule mauvaise saison de Joël dans les 5 dernières années, c'est sa première année à Laval où il n'y avait tout simplement pas de talent sous la main. C'est pas compliqué. Là. Allez voir la formation du Rocket il y a 2 ans. Il n'y avait rien avec lequel travailler. Là, on insuffle du talent. On amène des vétérans qui embarquent dans le projet et les résultats sont là pour le prouver. Les 2 années auparavant, enfin même les 3 années auparavant avec l'Armada, vous vous en souvenez, la fameuse surprise cette année-là contre les Foreurs de Val-d'Or. 41 points séparaient l'Armada et des Foreurs en séries éliminatoires. L'Armada a gagné et par la suite, a vendu chèrement sa peau contre les Huskies, qui était une très, très bonne équipe cette année-là. Et les 2 années subséquentes, 2 présences en finale de la Coupe du Président. Et la deuxième fois, ça a été une série extrêmement disputée contre le Titan Acadie Batters, qui, au bout de la ligne, est allé gagner la Coupe Memorial. Alors, Joël Bouchard est tout près d'un poste à la Ligue nationale, ça c'est sûr et certain. Et la même situation qui s'était produite avec Guy Boucher il y a plusieurs années pourrait se reproduire avec Joël Bouchard. Oui. Et c'est drôle que tu parles de ça. L'année entre les deux également, là, je me souviens d'une série contre les Islanders de Charlottetown. Il y avait des gars comme Daniel Sprong, Nicolas Meloche en défense. Il y avait plusieurs bons joueurs. Là. C'était, sur papier, je pense qu'il était peut-être meilleur, mais l'Armada avait travaillé excessivement fort. Puis au final, ça n'avait même pas été difficile. Là. Ils avaient
battu les Highlanders, mais ça en dit long. C'était pas une équipe nécessairement supérieure sur papier. Ils sont sortis. Il y avait un certain Pierre-Luc Dubois dans la formation qui avait fait la différence contre Charlottetown. Un Barry Boulay non plus, ça nuit pas. Mais tu sais, puis l'année suivante, c'était la fameuse année de Drake Batterson avec Alex Barré-Boulay. Puis toute cette équipe-là, c'était assez coriace aussi. Donc, ils étaient solides. Puis ce qui est intéressant, c'est que Joël réussit à ramener des gars dans le giron qu'il a connu dans le junior. Cette année, Toby Paquette-Bisson, qui aurait pensé que Paquette-Bisson obtiendrait un poste dans le top 4 du Rocket? Et si on regarde ces matchs, évidemment, je les ai tous décrits. Paquette-Bisson fait tout un travail pour le Rocket dans la mission défensive. Première vague d'infériorité numérique. Il y a un appui à l'attaque très intéressant. Et on peut même commencer à parler de l'éventuel contrat du Canadien de Montréal dans le cas de Paquette-Bisson, tellement sa saison est impressionnante pour lui. C'est sûr qu'on va tenter de le ramener dans le giron l'an prochain. Les exemples sont nombreux. Teasdale est là. Il a amené Alexandre Alain dans l'organisation. Il a constamment fait de la place à des gars... Il y a Palovs, là, mais là, il a été un joueur honnête là, dans un rôle de soutien. Là. Exact. Je prends la balle au bon, Tony. Tu mentionnes un contrat avec le Canadien de Montréal. Il y en a un qui vient de signer un contrat. Yann Michak, qui s'est entendu là, pour 3 ans avec l'organisation montréalaise. Il avait quand même impressionné au championnat mondial junior là, pour les Tchèques. Qu'est-ce que tu dirais de la performance de Michak chez les professionnels cette année? Surprenante, lui aussi. On l'a inséré dans la formation au centre de la 4e unité. C'est surtout là qu'il a joué. Mais malgré un temps de jeu restreint, il a été capable de forcer la main de son entraîneur à l'utiliser un petit peu plus. Avant qu'il se blesse, il a vu du temps un peu en avantage numérique, il a profité de quelques blessures pour monter un peu dans la hiérarchie. C'est sûr qu'au niveau de maturité physique, on n'en est pas là encore du côté de Yann Michak. Par contre, il a laissé toute une carte de visite à Laval. On devrait le revoir tout prochainement. Il devrait jouer jeudi en principe, alors que ce n'est pas encore recommencé dans la Ligue de l'Ontario. Il a déjà son contrat professionnel dans les poches. Mais ce qu'on apprécie beaucoup dans l'entourage du Rocket, c'est sa curiosité. C'est un gars qui en mange du hockey, qui veut apprendre à tous les jours. C'est souvent le premier arrivé à l'aréna, le dernier à en repartir. Lui, il emmagasine constamment l'information. Et je pense que Joël a adoré le diriger. Tout le monde est unanime dans l'organisation. Yann Michak a laissé vraiment son numéro à toute l'équipe, puis il se mérite un contrat mérité. Maintenant, on va le laisser aller. Je pense pas qu'il soit proche de la Ligue nationale à cause justement de sa maturité physique, mais le potentiel semble là pour jouer dans un rôle offensif même dans la Ligue nationale. Anthony, ça m'amène à penser, là, justement, toi qui travailles dans la Ligue américaine, tu dois avoir une opinion là-dessus. Le fait que ces jeunes-là, comme Yann Michak, peuvent jouer dans la Ligue américaine cette année. Je pense qu'on en vient à un constat qui est clair, c'est que l'entente entre la Ligue canadienne est peut-être à revoir. Puis je comprends que la LCH doit protéger sa propriété, puis faire de l'argent, puis amener de l'argent dans les coffres. Mais je regarde les performances de jeunes comme Seth Jarvis, Caden Goulet en début de saison qui avait été franchement excellent. Écoute, il y a peut-être un règlement à reconsidérer, hein. C'est un bon point. Moi, je n'irai pas à l'encontre des décisions qui ont été prises pour la Ligue canadienne parce que ça demeure le terreau le plus fertile au niveau du développement de nos joueurs canadiens. Ouais. Un gars comme Yann Michak, c'est pas pour rien qu'il s'en vient au Canada, c'est pour se développer comme joueur dans nos rangs juniors. Donc, pour moi, c'est la même chose, autant pour un Européen qu'un joueur canadien ou américain qui se développe dans la Ligue canadienne. Quand on les repêche, ils sont un membre à part entière de cette équipe-là. Donc, moi, je pense que ce règlement-là mérite d'être respecté. La seule exception que je pourrais voir, par contre, c'est à l'âge de 19 ans, un choix de premier tour, effectivement. Okay. Des joueurs, là, et un seul par équipe. Dans l'organisation de la Ligue nationale. On a un beau compromis ici. Tu marques un bon point. Je pense pas que ce soit utile nécessairement d'amener plusieurs joueurs de cet âge-là en même temps dans une équipe de la Ligue américaine. Mais un gars exceptionnel, peut-être un petit peu plus. Parce que je pose la question, Jarvis, là, c'est ça. Tu sais, Caden Goulet, il n'a rien à gagner en tournée junior majeur. Mais Jarvis non plus. Jarvis, tu le ramènes dans WHL, il va perdre son temps, le bonhomme. Cole Perfetti, même affaire. Aussi, exact. Il y en a plusieurs. C'est des gars qui vont bénéficier de jouer pro, qui sont peut-être pas prêts encore à jouer dans la Ligue nationale, mais qui ont un upside quand même très intéressant, sont pas loin. Exact. C'est probablement mieux pour eux
de jouer dans la Ligue américaine à 19 ans. Et l'autre petite modification que je ferai au règlement, c'est que pour moi, ça devrait être obligatoire de participer au Mondial junior à 19 ans. Parce que là, les équipes, c'est sûr, vont vouloir garder les gars. Mais moi, ça devrait être obligatoire. Les gars sont libérés pour aller représenter leur pays pour les moins de 20 ans. Moi, le règlement. À part Draisaitl, il n'y a personne qui refuse d'aller représenter son pays. Draisaitl l'avait fait. Maurice Slider l'a fait dans la période des fêtes. Il a préféré jouer en Suède pour se développer davantage qu'aller avec l'Allemagne. Ouais, exact. C'est pour ça que j'ai parlé de Draisaitl, Slider aussi, mais en gros, ce sont des exceptions. La plupart du temps, les jeunes vont aller représenter leur pays. Mais pour revenir à Michak, moi, je trouve que l'exemple de Jan Michak démontre justement la raison pour laquelle l'annulation de la saison dans la OHL présentement fait quand même mal. Parce que tu l'as dit, Tony, moi je trouve que je suis d'accord avec toi. Là. Moi, j'ai l'impression que Michak, il a une super belle éthique de travail, travaille super fort, toujours bien placé, mais clairement, physiquement, c'est ça. Il y a 2 ou 3 coches à prendre, puis lui, il bénéficierait de jouer dans la Ligue de junior de l'Ontario présentement. Ouais. Il n'y a pas d'affaire dans la Ligue américaine, pas parce qu'il ne comprend pas le match, il comprend super bien la rencontre, peut-être même plus qu'un Camelis, par exemple. Mais c'est seulement qu'il a besoin d'années pour simplement se renforcer. Puis lorsqu'il va revenir à Laval, croyez-moi qu'il va être bon. Là. Ouais. C'est quand même assez particulier parce que Jan Michak, quand ça va recommencer à l'automne, il n'y a aucune chance de jouer à Laval. Les règlements vont l'en empêcher de jouer l'an prochain. Pourtant, on va l'avoir très bien connu cette année. Mais l'an prochain, c'est écrit dans le ciel. Il va jouer avec les Bulldogs d'Hamilton dans la Ligue de l'Ontario à nouveau. Et Caden Cooley, ça, c'est encore plus incroyable. Là, il retourne avec les Raiders de Prince-Albert. L'an prochain, je ne le vois pas encore dans la Ligue nationale. Mais c'est pourquoi qu'à 19 ans, un gars comme lui devrait jouer dans la Ligue américaine pour moi. Mais le règlement n'est pas mauvais. Moi, je mettrais pratiquement le règlement à... Tu as le droit à un joueur maximum. Alors, je vais prendre un autre exemple. On en a parlé il y a 2 semaines dans un podcast. Là. L'exemple que je vais donner, c'est Lucas Cormier. Lucas Cormier n'est pas un espoir de premier tour, mais présentement, avec les Islanders de Charlottetown, il va très, 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 très bien. Honnêtement, il domine la Ligue complètement. Tu le vois jouer, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Même si ce n'est pas un espoir de premier tour, honnêtement, lui, je serais pour que l'an prochain, il ait l'opportunité d'aller jouer à Anderson dans la Ligue américaine. Ce serait davantage bénéfique pour son développement. Tu es dans un calibre de jeu qui n'est pas l'alénage, donc ça laisse davantage de place à des erreurs, si tu veux, mais tu travailles dans un calibre supérieur à la Ligue junior majeure du Québec, où il n'a plus d'affaires, honnêtement. Tu sais, il faut juste faire attention dans une année tellement particulière qu'on vit actuellement, de faire attention à vouloir refaire le livre des règlements, là, parce que la saison est tellement bizarre. Il y a des gars qui ont été atteints de la COVID et qui ne sont jamais revenus au sommet de leur forme. Prenez Josh Brook, par exemple. Tu allé contracter la COVID en Allemagne. Il est revenu, tu es allé à Saskatchewan, pas capable de s'entraîner, arrive nettement en retard sur tout le monde au camp d'entraînement du Rocket. C'est pour ça qu'au début, je ne suivais pas le rythme. Il n'était pas en forme. Alors, c'est normal. C'est tellement de choses bizarres. Donc, puis oui, il y a un système de division, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, seulement 5 clubs, ça fausse un petit peu les données. Dans le développement des espoirs au niveau canadien, forcément, nos joueurs au Québec vont avoir un léger avantage, c'est sûr, ils vont avoir eu la chance de jouer. Moi, j'ai une pensée pour les gars en Ontario qui n'ont pas encore la chance de jouer des matchs. Moi, je ne peux pas concevoir qu'on n'ait pas trouvé de solution encore pour permettre à nos jeunes de jouer. C'est terrible, moi. Un qui aura peut-être la chance de jouer un match bientôt, c'est Caden Primo, parce que là, avec la blessure de Carey Price en haut et Jake Allen qui veut pas garder les buts à tous les 2 jours, c'est extrêmement exigeant. Est-ce que Caden Primo va avoir la chance de garder les buts dès demain contre Toronto? Pensez-vous que c'est une possibilité? Pensez-vous qu'il est prêt pour prendre le fardeau du Canadien de Montréal comme il le fait par le passé? Ben, pour moi, c'est sans aucun doute. Honnêtement, je suis un petit peu surpris qu'on ne l'ait pas utilisé dans cette séquence de 3 matchs en 4 soirs. Je pensais vraiment qu'on était pour l'utiliser jeudi. Après le déplacement Toronto vers Montréal. Habituellement, c'est le genre de choses qu'on fait en utilisant le deuxième gardien. Primo est sur une excellente séquence actuellement dans la Ligue américaine. Il y a 7 victoires de suite. C'est assurément parmi le top 10 des meilleurs gardiens de la Ligue. Il en faisait déjà partie l'an passé. Il y a déjà 2 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Pour moi, il n'y a pas de... il avait bien fait. Oui, il est très, très bon. Pas de problème avec ça. Déjà une victoire à son dossier. Pour moi, c'est très correct de penser qu'on puisse l'utiliser dans un match. Toronto, une grosse attaque. C'est sûr que ça peut être impressionnant de l'envoyer dans la mêlée contre Toronto, mais c'est un bon kid. Il n'aura pas l'air fou, là. Je suis d'accord avec toi, Tony, mais honnêtement, est-ce qu'on a vraiment vu
un semblant d'intention des Canadiens de vouloir l'utiliser parce qu'ils ont eu des occasions parfaites d'utiliser Primo. Là, même quand Allen avait flanché 3 fois dans la même période, ça aurait été l'occasion parfaite pour donner de la chance au kid et on ne l'a pas fait. Moi, je pense que comment le CH approche la situation, c'est que Jake Allen, naturellement, il a été un peu préservé parce qu'il était derrière Carey Price dans la hiérarchie. Et là, on se dit, là, on n'a pas besoin de réduire sa charge de travail. Il est capable d'en prendre parce que naturellement, il a été utilisé dans un poste de numéro 2 depuis le début de la saison. Donc, Jake Allen était beaucoup plus reposé que le gardien numéro 1 normal dans la Ligue nationale de hockey, dans le rôle de numéro 1 qu'il est présentement par défaut. Alors, je pense que c'était un peu ça l'idée et c'est pour ça qu'on va se permettre de l'utiliser davantage. Je pense vraiment qu'on ne veut pas utiliser Primo à moins que ce soit vraiment, nécessaire. Là. Mais je vous pose la question, messieurs. On s'entend, Jake Allen a quand même une bonne saison et avec l'expansion de Seattle qui s'en vient à la fin de l'année, prenons comme ça que le Kraken décide de repêcher Jake Allen du Canadien de Montréal. Ça ne vaudrait pas la peine, justement, de voir Primo en action cette année pour se donner une bonne idée de ce qu'il pourrait faire l'année prochaine dans un rôle de second à l'année longue? On l'a vu avec le Rocket. Là. Non, oui, c'est sûr, mais on s'entend que il donnait... Moi, personnellement, je lui donnerais des matchs. Je ne sais pas si je lui donnerais lundi contre Toronto, mais je lui donnerais des rencontres. Parce qu'on le sait que Carey Price va revenir éventuellement, mais si Carey Price n'est pas capable de garder les buts toute l'année, puis il faut qu'Allen en goal 1 par semaine... Je ne vois pas pourquoi Allen pourrait en garder 8-9 de suite en attendant le retour de Carey Price. Moi, j'en donnerais au moins un, sinon 2 à Kaden Primo. C'est un bon jeune. C'est un jeune, comme Tony l'a dit, qui a fait ses preuves dans la Ligue américaine, 7 victoires de suite. Et tu peux le récompenser, tu peux lui donner le bonbon pour les efforts. Donc, moi, personnellement, Primo, je l'enverrais dans la mêlée. Oui, la Ligue américaine des autres doit servir à quelque chose. Quand un jeune connaît du succès dans la Ligue américaine, il faut que tu le rappelles à un moment donné. Quand tu as la chance de l'utiliser, il faut que tu le fasses. Et là, je pense qu'on en est là pour le Canadien. L'échantillon va être restreint de toute façon. Carey Price ne sera pas absent encore très, très longtemps. Alors moi, je suis absolument pour qu'on l'utilise, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, connaît du succès. Et même, la même comparaison peut se faire avec Otto Leskinen aussi. On l'a utilisé dans le match d'hier. Moi, j'ai trouvé qu'il a bien fait. Depuis le début de l'année, c'est le meilleur défenseur à Laval et de loin. Il n'y a même pas de comparable. C'est lui et les autres. Donc là, on l'a utilisé. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on aurait peut-être dû le faire avant. Parce que si on avait déjà jugé que Victor Mété n'était plus capable de suivre pour ensuite le placer au balotage, mais pourquoi on n'a pas donné une meilleure opportunité un peu plus vite à Otto Leskinen? Moi, je me pose vraiment la question avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Tu places Mété au balotage et là, tu te retrouves à quelques heures du marché des transactions de la fermeture avec un seul match joué comme échantillon pour Leskinen dans la Ligue nationale. Mais tu ramasses John Merrill aussi. Donc, oui, tu enlèves Mété, mais si c'est Merrill qui prend sa place, ça laisse pas nécessairement... Ça se peut que Leskinen se fasse tasser de toute façon là, avec cet échange-là qui est survenu aujourd'hui. Mais moi, je veux poser une question à Tony, par exemple, parce que là, tu as dit que, selon toi, de loin, c'était Leskinen, le meilleur défenseur à Laval. Ben, c'était qui le deuxième après, puis c'est qui le troisième? Parce que moi, j'ai ma petite idée, là, mais je veux savoir c'est quoi ton ranking. Ben, le deuxième, c'est Corey Schooneman, qui s'est mérité un contrat. En fait, les deux forment une paire depuis 2 mois maintenant, ou presque. Là. Ça fait presque 2 mois que Schooneman et Leskinen ont été jumelés ensemble. Leskinen, en plus, un gaucher déplacé du côté droit, très à l'aise. Schooneman est, ma foi, très impressionnant aussi. C'était Brooke qui jouait en fin de semaine avec Schooneman, je ne me trompe pas. Ben, c'est lui qui a pris la place de Leskinen, donc on l'a placé à droite. Pour moi, c'était la paire la plus fiable depuis le début de l'année. Josh Brook arrive au 3e rang pour moi dans ma hiérarchie des défenseurs. Je suis content que tu le mettes devant Cale Fleury parce que souvent les gens ont démissionné rapidement sur Josh Brook parce qu'on va se le dire, Tony, on a vu les mêmes matchs. C'était difficile pour Josh Brook l'an dernier. Mais vraiment, je vois un joueur différent là, cette saison. Puis dans le jeu de transition, puis je trouve que Joël n'utilise pas assez en avantage numérique, mais ça, c'est une autre chose. Là, mais dans le jeu de transition en 5 contre 5, là, il est tellement efficace. Là. Oui, je suis d'accord. Premièrement, lui, sa grande force, c'est son coup de patin, qui est vraiment au-dessus de la mêlée comme défenseur. Souvent, on va lui reprocher sa prise de décision sous pression en défense, mais il s'est beaucoup amélioré à ce chapitre-là et beaucoup moins vulnérable lorsqu'on lui met de la pression dans sa zone.
Je suis d'accord. Je pense qu'il est appelé à prendre plus de responsabilités offensivement. On l'a vu davantage toucher à l'avantage numérique au cours des on va se le matchs. dire, il était temps, là. Oui, ça faisait un bout, là. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, quand Xavier Ouellet est là, que Schooneman est là et que Leskinen est là, on a tendance à les utiliser. Et souvent, il y a un seul défenseur utilisé en avantage numérique. Donc, ça enlève un petit peu d'opportunité. Mais il y a une belle saison, honnêtement, de Josh Brook. Il faut le dire, je l'ai expliqué tantôt, mais ça a commencé un peu en retard pour lui. Il fallait qu'il se remette de la COVID-19, qu'il l'a frappé quand même assez sévèrement. Donc là, il est correct, joue bien. Donc, tant mieux. Et pour Cale Fleury, ben pour moi, j'ai forcément beaucoup de limites concernant Cale Fleury. Il a descendu dans la hiérarchie. Je pense que ce qui le sauve actuellement dans l'organisation, c'est qu'on a très peu de défenseurs droitiers parce qu'il serait encore plus loin probablement sur l'échiquier. Moi, je trouve que son coup de patin est vulnérable. Il n'y a pas de très bon pivot non plus. C'est pas un défenseur à caractère offensif non plus. Oui, il va frapper, mais souvent, il va se sortir du jeu en le faisant. Prise de décision, des fois, ordinaire en défense. Donc, moi, j'ai mes réserves sur le potentiel de Fleury de s'établir à long terme dans la grosse ligue. Moi aussi. Est-ce que tu penses que Cale Fleury a bien fait de jouer la saison dernière à Montréal? Honnêtement, oui, physiquement, il était prêt, etc. Là, mais peut-être qu'il aurait peut-être pas eu avantage à jouer davantage de minutes, sur des grosses minutes pour s'améliorer offensivement. On n'en serait pas là aujourd'hui. Tu sais, je me demande possiblement. C'est dur pour moi de répondre à ça parce qu'à un moment donné, quand tu n'as pas de profondeur, tu n'as pas le choix de trouver des joueurs quelque part. Je pense pas que c'était la solution idéale d'amener Fleury aussi vite. Ce qui a fait mal à l'organisation, c'est la blessure à Noah Jolson, clairement, qui aurait dû obtenir ce siège-là de troisième défenseur à droite. Là, il n'est pas là. Bon, en plus, on l'a perdu au ballottage. Donc, là-dessus, je ne peux pas vouloir à l'organisation. Le jeune n'a pas joué ou presque l'an passé. Tu ne peux pas le garder dans une année où tu visais les grands honneurs. Donc, je comprends la décision de l'avoir soumis au ballottage, mais tu l'as échappé pareil. Et avec le recul, est-ce qu'on prendrait la même décision avec la saison que connaît Victor Mété, qu'on vient de placer au ballottage en plus? Ça, c'est de la gestion de personnel. Et là-dessus, les résultats prouvent que c'est peut-être pas nécessairement les meilleures décisions qui ont été prises là-dessus. Ouais. Mais la situation se compare avec Victor Mété aussi, Marty, comme tu le mentionnes. Le fait que Fleury a joué en haut l'année dernière, est-ce que ça a retardé son développement? Victor Mété, le fait qu'on le place par défaut avec Shea Weber à 19 ans, choix de 4e tour, est-ce que ça n'a pas fait en sorte que ce joueur-là a plafonné parce qu'il n'a pas eu la chance de se développer? Victor Mété, je ne sais même pas s'il va être réclamé demain au ballottage. Ça reste un joueur qui est capable de jouer dans la Ligue nationale, mais d'une efficacité très restreinte. Moi, je suis convaincu qu'il a été amené dans la LNH trop tôt. Il aurait dû jouer à 19 ans dans la Ligue junior de l'Ontario. Il y avait une bonne saison à 18 ans. Là. À 19 ans, oui, il avait eu des moments corrects avec les Canadiens dans les matchs préparatoires, etc. Mais selon moi, si tu veux voir la Ligue nationale, il faut que tu en montres encore plus. Il faut que tu ne laisses aucune chance, vraiment aucune chance aux dirigeants de te choisir. Et est-ce que c'était vraiment le cas? Oui, il y avait des bons flashs. Oui, il transportait quand même bien la rondelle. Et là, c'est sûr, si tu regardais les défenseurs des Canadiens, il n'y avait pas énormément de défenseurs qui bougeaient la rondelle. Donc, ça devenait intéressant. Mais pour son développement à lui, et c'est pour ça que je reviens souvent à ne pas jeter les gens dans la gueule du loup trop vite. Il aurait peut-être dû aller. Tu peux lui donner 7, 8 ou 9 rencontres avant de brûler son année de contrat là, pour le récompenser, pour lui dire bon, tu as fait un excellent travail, mais aussitôt que tu vois que la compétition devient trop intense pour lui, on le sait, les gars, là, les joueurs augmentent leur niveau d'intensité au fur et à mesure de la saison. Tu ne joues pas de la même façon au mois d'avril que tu peux jouer au mois d'octobre. Une saison, ça se prépare. Au moment où tu commences à voir que ça va peut-être un peu vite pour lui, il appartenait aux Knights of London. Tu aurais pu l'envoyer aux Knights of London, ce serait super bien développé avec Dale Hunter, serait quand même allé au Mondial Junior. Là, par la suite, on aurait pu le faire jouer à Laval et là, l'amener au Il y avait un bon potentiel, Victor Mété. Je crois qu'on l'a peut-être jeté dans la gueule du loup un peu trop vite parce que, un peu dans le même cas que Fleury, comme Tony le disait, on manquait de défenseurs peut-être. Là. Mais c'est exactement ça, Marty, le problème. C'est que je comprends de le renvoyer à London, c'était peut-être probablement la meilleure chose à faire. Choix, mais tu mets qui? Il n'y avait plus personne. Il venait de perdre Emeline, il venait de perdre Markov. Ils avaient tous perdu au repêchage expansion. Ils avaient décidé de ne pas renouveler le contrat de Markov. Alors, tu n'avais aucune option. C'est pourquoi j'aime mieux signer un joueur autonome à 32 ans qui peut être bon dans le vestiaire, qui va peut-être une lacune, le signer lui à 800 000.
que de bousiller le développement d'un jeune. On avait de la place au plafond salarial pendant ces années-là qu'on n'a pas comblé. On a attendu longtemps de signer Markov Arabes, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas été de bonnes décisions de l'organisation. On a amené des jeunes trop vite. Le seul qui, pour moi, avait cimenté sa place, c'était justement Noah Jolson avant qu'il se blesse. Pour moi, il était devenu top 4 au sein de cette équipe-là. Mais malheureusement, sa blessure a complètement fait dérailler sa carrière. Puis même encore aujourd'hui, je pense qu'il a encore des problèmes à ce niveau-là avec les Panthers. Donc, il a joué une petite partie avec les Panthers cette saison. Si je peux apporter un bémol, Noah Jolson, tu n'avais pas vraiment un côté offensif à développer chez lui. Tu savais que ça allait être un défenseur stable, qui allait pas faire beaucoup d'erreurs, mais qui allait avoir une super belle efficacité dans son jeu à 5 contre 5 en infériorité numérique, etc. Victor Mété, tu savais qu'il y avait un petit côté offensif à développer aussi. Elle avait un super bon coup de patin qui lui permettait d'avoir une certaine distance avec les joueurs, créer des chances de marquer, une vision du jeu. Bon, il n'avait pas le meilleur tir, mais encore là, ça aurait pu se travailler avec une année de plus dans la Ligue de l'Ontario. Alors, est-ce que Victor Mété aurait été beaucoup plus dangereux en zone offensive s'il avait complété son stage junior? Ben, je pense que la question se pose quand même parce que là, il a été jeté dans la gueule du loup avec Shea Weber. Il devait être conscient défensivement. Constamment, tu dois regarder par-dessus ton épaule c'est quel attaquant qui s'en vient à forecheck. Ah, Moses, c'est Ryan Getzlaff. Il va faire attention. Tu sais, tes priorités, ça devient plus le jeu offensif à partir de là. Et je pense que c'est peut-être là qu'on a erré du côté des Canadiens. Mais bon, encore là, est-ce qu'on avait le choix? La question se pose très bien. Je pense qu'il y a deux côtés dans ce débat-là. Oui ou non, est-ce que Victor Mété va être réclamé demain au balotage? Moi, je crois que oui. Moi aussi, je pense qu'il va être réclamé. Ouais. Plus de 200 matchs joués dans la Ligue nationale, de grosses minutes aussi. Je pense qu'une équipe de la Ligue nationale va lui lancer un appel. Il y a des équipes qui, de toute façon, se retrouvent en situation où ils reconstruisent en vue de la saison prochaine. Il y a des joueurs qui sont échangés. On a parlé tantôt de John Merrill. Du côté de Détroit, c'est une équipe qui va avoir forcément une place en défensive. Il y en aura d'autres à travers la Ligue nationale. Donc, moi, je pense vraiment que Mété, il est parti à midi demain. Je veux pas... Vas-y, Marky. Ben, moi, je vais aller complètement dans le sens opposé. Je pense qu'il ne sera pas réclamé. On regarde il y a eu beaucoup de défenseurs au balotage dans les dernières semaines, les derniers mois, là, certains avec des meilleures réputations que Victor Mété. Lesquels, mettons? N'ont pas été réclamés. La situation de cette année fait que c'est quand même assez bizarre. Et non seulement ça, si tu veux le prendre, premièrement, il faut que tu le fasses jouer dans la LNH. Et deux, honnêtement, physiquement, les gars, il en arrache vraiment beaucoup. Là. Je ne sais pas s'il est vraiment capable de tirer son épingle de jeu. Et au niveau offensif, de plus, c'est assez ordinaire. C'est très, très, très laborieux. Je suis quand même curieux. Tu as mentionné des défenseurs. C'est quel défenseur qui avait une meilleure réputation que Mété qui sont retrouvés au balotage? Il faudrait que je sorte la liste. Là. Je ne l'ai pas par cœur. Là. Mais c'est vrai que niveau offensif, Marky, 34 points en 185 matchs pour Victor Mété en carrière. C'est pas le défenseur. En fait, il n'y a pas de qualité exceptionnelle. C'était devenu une espèce de défenseur défensif avec une belle mobilité. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de rôle. C'était très niché, là, son utilité au sein de l'équipe. L'exemple que je veux donner, Nick, là, c'est parce que j'ai de la misère de dire qu'il est meilleur que Victor Mété, là, mais c'est du côté du Wild. Oui, Louis Belpidio a été cette année. Moi, selon moi, Belpidio, au niveau défensif, dans la LNH, je crois que c'est quelqu'un qui est capable de jouer sur une troisième paire de défense présentement. Mais la défense du Wild est excellente. Tu as au moins 5 défenseurs sur 6 qui sont des défenseurs top 4 et tu as Ian Cole qui fait un excellent travail comme troisième paire. C'est là que moi, quand j'avais vu Belpidio au balotage, j'avais déjà fait mon deuil. Je suis comme, bon, il va s'en aller ailleurs, il va connaître du succès. Il n'a pas été réclamé. J'avais quand même été assez surpris. C'est pour ça que ça me fait dire, et là, il y a probablement d'autres exemples qui ne me viennent pas en tête, mais c'est pour ça que je me dis, est-ce que Victor Mété, il y a Wolanin du côté d'Ottawa également, mais... Qui avait été échangé par la suite, c'est ça. Faut qu'il y ait, si le joueur est réclamé au balotage, tu vois vraiment, vraiment un très beau potentiel, comme Jolson, justement. Jolson, défensivement, c'est pratiquement parfait. Là, tu te dis, s'il peut demeurer en santé, on va avoir un excellent défenseur, peut-être top 4. Là, malheureusement, il n'est pas blessé. Mais il n'y a pas juste ça. Là. Le balotage, c'est aussi un gros calcul comptable dans le sens qu'on parlait de Wolanin. Il a été échangé par la suite parce que parfois, c'est beaucoup plus avantageux d'aller acquérir ce gars-là dans un échange pour avoir un échange contrat contre contrat que de le réclamer, d'absorber complètement son salaire en allant chercher au balotage. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas pour le Canadien. Exact. Mété pourrait ne pas être réclamé et
être échangé lors de la date limite demain, en fait, les gars. Là. Ça va paraître niaiseux, là, les gars, mais réclamer un gars au balotage, ça coûte quelque chose. Tu dois verser, je ne me trompe pas, c'est 5 000 $. C'est niaiseux, là, mais c'est un exemple comme ça. Ouais. Mais je reviens au contrat contre contrat, c'est un peu ce qui est arrivé aujourd'hui. Je pense pas que de l'autre côté, on voulait mettre la main sur Aiden Verbeek. Là. Je pense que c'est pas mal plus le choix de 5e tour qui intéressait. C'est différent, là. Ça, c'est absolument différent comme situation. Ça, on appelle ça un throw-in dans une transaction. Exactement. On parle d'un throw-in. Mais Merrill n'avait pas passé le balotage. Là. Non, exact. Non, je le sais, ça. Tout ce que je dis, c'est que c'est un contrat contre un contrat. Tu sais, Marc Bergevin, oui, fait l'acquisition de John Merrill, mais en échange, je vais te laisser partir Aiden Verbeek. Là. C'était pas genre, OK, je fais le deal juste si tu mets Verbeek. Là. C'est ça. Non. Je pense pas que Verbeek, ça a été le cherry on top. Là. Non, exact. Il n'a pas joué. Là. En fait, Verbeek, il venait de faire son entrée dans la formation du Rocket dans le voyage dans l'Ouest. Il a joué 6 ou 7 matchs seulement dans la saison. Il a joué 7 parties, un but, 2 passes en 7 parties. Correct, là, mais c'est un joueur marginal de la Ligue américaine et qui arrive à la fin de son contrat. Donc, c'est vraiment un joueur qui a été inséré dans la transaction, justement, pour prendre un contrat de la Ligue nationale en retour. Ben, c'est le classique gars qui pourrait défoncer à la bande là, si. Il a une super bonne vitesse, là, mais en forecheck, il pourrait ne pas s'arrêter et défoncer à la bande. Là, malheureusement, sens du hockey bien ordinaire, un petit gabarit, mais un coup de patin A+. Malheureusement, exact. Tout le reste. Là, il était cœur. C'est juste plate que le reste ne suive pas. Hein. C'est ça. Non seulement ça, mais du côté de Laval cette année, là, on en parlait tout à l'heure, les Harvey Pinard, les Teasdale qui excellent. Là, Méan Nichak et Hillonen sont blessés. Mais il y a déjà des gars de 4e trio qui font très, très, très bien le travail. Un Canada, c'est capable de jouer sur un 4e trio. Donc, à partir de ce moment-là, t'en as pas besoin de Verbeek. Là, ça devient justement, comme Anthony le dit, un contrat que tu donnes pour obtenir un autre contrat. Là. Tu veux nous dresser un portrait rapide, Marty? Je le sais qu'on parle majoritairement de prospect, là, mais pour les gens à la maison qui ne sont pas familiers avec John Merrill, à quoi on peut s'attendre chez le Canadien de Montréal, là, de ce défenseur? Ben, John Merrill, c'est vraiment un défenseur ça va être un défenseur de profondeur. Là. J'avais bien aimé ce que j'avais vu là, la première saison des Golden Knights de Vegas. Ça avait été réclamé, puis il avait quand même fait un bon travail. C'est un joueur qui bouge bien la rondelle. Puis ça, c'est certain qu'il remplit un besoin chez les Canadiens pour ça. S'il y a un problème chez les Canadiens, je trouve, c'est qu'il manque de défenseurs qui sont capables de bouger la rondelle. Ça, c'est ce qu'il va être capable d'apporter. Maintenant, John Merrill, on ne va pas se le cacher, il jouait sur une 3e paire, peut-être même parfois laissé de côté à Détroit. On ne se le cachera pas, c'est vraiment une question de profondeur pour aider la 3e paire. On parlait de Victor Mété qui avait des difficultés, ben c'est clairement pour ça. N'attendez-vous pas nécessairement à ce que John Merrill devienne un défenseur de 30 points sur une saison de 82 matchs dans la LNH. Mais il va faire un très bon travail pour bouger la rondelle. Il va aider des défenseurs un peu plus lents comme les Sherrod ou les Edmondson ou les Weber. Je pense que l'effet qu'il va avoir, c'est vraiment sur Romanov. Là. Moi, je suis quand même, si je suis le Canadien, je suis quand même content de savoir que tu confies Romanov à un joueur comme John Merrill. Je pense que c'est plus réconfortant de leur côté de penser ça. Là. Exactement. Anthony Marcotte, merci beaucoup. On a d'autres petites nouvelles à discuter, mais on va te laisser aller. On a déjà retenu plus d'1 heure de tes services. Un gros merci d'être passé avec nous. Puis pour les gens qui ne le savent pas, là, on a travaillé ensemble quand même pendant plusieurs années. On a même fait notre cégep ensemble. Donc, ce fut bien, bien agréable de te retrouver le temps d'un podcast. Je vais prendre un petit moment également, Anthony. Là, je sais que tu l'avais dit avant l'émission, là, mais je te félicite pour ceux qui ne le savent pas. Là, lui et sa femme vont attendre leur premier enfant du couple dans les prochains mois. Félicitations, mon gars. Profite-en. Merci. C'est très, très senti. Puis vous allez faire un très, très beau... vous allez faire de très, très beaux parents. T'es bien gentil, Marty. Je l'apprécie. Merci, les gars. Puis je vais attendre votre chèque dans le mal. OK, c'est bon. Tu peux attendre. Salut, Tony. Salut, les boys. Bye. Bye. Les gars, demain, ce sera le trade deadline dans la NHL, puis il y a déjà eu quelques transactions, bien évidemment, le Merrill qu'on parle depuis tout à l'heure. Il y a eu une transaction aussi qui a inclus Henrik Bockstrom, ancien premier choix. Est-ce qu'on a give up trop vite sur Bockstrom? Tu sais, je sais que c'est un premier choix de 2016, mais c'est quand même un joueur qui avait un certain potentiel. Avant de parler de ça, moi, j'adore ces transactions-là. Je trouve que c'est... Les équipes devraient faire ça davantage. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les Panthers de la Floride ont donné Henrik Bockstrom, qui est un ancien choix de premier tour, pour être capable de donner le contrat de Brett Connolly, qui était devenu trop lourd. Et on le sait, les Panthers ont une très, très bonne saison. Ils sont allés chercher justement Brandon Montour pour s'améliorer. Là.
au-delà du joueur, là, c'est ce que je trouve intéressant. Ces transactions-là où on donne un espoir pour être capable de libérer un gros contrat. Puis là, on entend souvent parler de Paul Byron, etc. Je suis pas en train de dire que les Canadiens vont faire ça demain. Mais je veux seulement dire que ces transactions-là, j'aime toujours ça. Puis il y a d'autres espoirs qui ont été inclus également. Ouais. Les Hurricanes avaient acquis Teuvo Teravainen de la même façon. De la même façon. D'accord, les Blackhawks, c'est drôle, les Blackhawks bénéficient de la même façon qu'ils en ont écopé il y a quelques années. Ouais, mais moi, je veux parler d'Henrik Borgstrom parce que il me titille un peu dans le sens que je me suis tellement trompé à son sujet parce que j'aimais tellement cet espoir-là et je l'ai tellement surestimé, j'ai l'impression que ben là, j'ai un peu une dent contre lui maintenant. Non, mais sans blague. Henrik Borgstrom, à l'époque, il avait été repêché, ça avait surpris tout le monde. Tu t'en rappelles très bien, Marty, c'était fin de premier tour. C'était un joueur à son année 18 ans qui n'avait pas été repêché l'année d'avant et qui, après, est repêché fin de premier tour. Donc, sortait vraiment des sentiers battus comme choix à ce moment-là. Et ça avait vraiment piqué ma curiosité parce que je suis le repêchage comme vous chaque année et j'y connais les noms. Et Henrik Borgstrom, ce nom-là, je l'avais entendu, mais c'était pas le plus familier pour moi alors que ça sort fin premier tour, là, ça m'avait surpris en maudit. Alors que j'avais fait mes recherches, j'étais allé voir du tape, j'étais allé voir des matchs et oh mon Dieu, quand j'avais commencé à suivre aussi sa saison dans la NCAA, les habiletés individuelles de ce gars-là sont hallucinantes. Mais après, ça s'est transposé, correct chez les professionnels, sans plus. C'est ça le problème. Mais je suis quand même intrigué parce que les Blackhawks ont quand même le don d'aller chercher des joueurs de talent et de bien les développer après, d'aller rescaper des joueurs de talent qui avaient été mal développés. Je trouve que les Blackhawks ont quand même la touche avec ce genre de joueurs-là. Donc, je suis quand même curieux de voir. Mais je demeure quand même sceptique parce qu'il y aura beaucoup de travail à faire avant de pouvoir vraiment avoir un impact dans les nationales. Mais moi, je peux t'excuser, Nick, parce que comme tu le dis, là, il y a beaucoup de gens dans les spécialistes qui adoraient Henrik Borgstrom. Ils disaient un centre de 6 pieds 4 pouces qui patine puis qui a des. Puis on le sait, les gars, là, le joueur peut faire 6 beaux jeux spectaculaires dans une saison, puis il est mauvais pour le reste du temps. Mais là, c'est les 6 séquences qu'on va aller mettre sur Internet puis dire OK, voici c'est qui Henrik Borgstrom. Donc là, tu regardes ça, tu fais wow, quel joueur, il est exceptionnel, tu le veux dans ton équipe, ça ne va pas les jeux de la semaine. Une fois par mois. Mais c'était pas juste les gifs, Henrik Borgstrom non plus. Là. C'était pas juste des petites séquences que tu sortais d'un match. Là. Je veux dire, quand tu le regardais jouer dans la NCAA, là, il était assez bon, merci, moi, je trouve. Non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cet aspect-là. Là, en plus, tu regardais ses statistiques, avait joué dans le circuit des moins de 20 ans de la Finlande, puis avait complètement dominé, a été un des meilleurs, sinon le meilleur pointeur. Là. Moi, ce qui m'avait agacé un peu, honnêtement, j'étais dans le camp de ceux qui disaient, moi, Borgstrom, je l'avais très loin. Je l'avais deuxième tour parce que j'aimais pas. Oui, c'est un gros bonhomme. Oui, c'est un joueur qui avait des habiletés individuelles. Ça, c'est intéressant. Le côté qu'il avait 18 ans, là, qui était un an plus vieux que tout le monde et qu'il jouait dans les rangs des moins de 20 ans de la Finlande, ça m'agaçait un peu. Je me disais, OK, c'est le fun, mais ça reste le circuit des moins de 20 ans. Le calibre des moins de 20 ans de la Finlande, c'est pas si relevé que ça. Pour un joueur de 18 ans, ça devient c'est quasiment normal que tu domines là-dedans. Ben oui, absolument. Donc, je me posais cette question-là, donc je l'avais classé très loin, finalement, elle est sortie au premier tour. Et par la suite, je suis obligé de dire ça, les gars, mais ça m'a un peu donné raison. Oh, ouais, absolument. Oh, ouais, ben, t'as eu raison sur toute la ligne. Non, c'est clair. Il est arrivé au championnat mondial junior avec la Finlande. Rappelez-vous, là, c'était au Centre Bell et à Toronto. Puis, tellement décevant. Et là, c'est par la suite que j'ai vu peut-être qu'il m'agaçait un peu. Oui, d'excellentes habiletés. Je l'ai regardé dernièrement, là, je l'ai regardé la semaine dernière. Je vous dis, c'est encore la même chose. Là. Tu le regardes jouer, il sort des jeux. Il voit les joueurs partout sur la patinoire. Il sort des superbes fins. Il a marqué un but entre ses jambes, je pense qu'il voit un mois. Mais le problème, et c'était le problème lors du mondial junior, je trouve qu'il manque beaucoup d'intensité. C'est pas un joueur qui n'est pas acharné. Son bâton, lorsqu'il applique l'échelle avant avec son bâton, c'est très, 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 très laborieux. Il fait souvent le mauvais jeu. Puis c'est pas un manque d'effort. Le gars veut travailler, mais c'est vraiment de l'intensité qui est peut-être le problème davantage. Maintenant, pour revenir aux Blackhawks, il y a un gars que j'aimais pas beaucoup non plus, qui était Dylan Strome, qui s'est retrouvé avec les Blackhawks et soudainement a joué avec des Patrick Kane, des Alex DeBrincat, des Dominique Kubalik. A eu des moments intéressants sa première saison. Ben, Kubalik, ça a été un autre beau projet des Blackhawks, là. Exact, mais Kubalik, lui, c'est un joueur qui travaille un peu plus. Là. Lui, c'est... Oui. Pas un problème. Ouais. Mais plus dans le cas de Dylan Strome. Dylan Strome, c'est la même chose. C'est pas un joueur qui est dynamique. C'est pas un joueur que
qui respire l'intensité. Mais parce qu'il joue avec des Patrick Kane et les grosses vedettes, ça fonctionne. Et c'est bizarre, mais Borgstrom, c'est un peu le même genre de joueur. T'sais. Ouais, mais l'autre exemple qui n'avait pas fonctionné, par contre, l'autre tentative des Blackhawks, c'était Alex Nylander. Ça, non. No cigar. Malheureusement. Et lui, c'est pas une question d'intensité. Je crois que c'était... Malheureusement, je crois que le nom Nylander lui collait à la peau. Ouais. Et deuxièmement, je vais être honnête avec vous, les gars, là, son talent, ça ne sortait pas par les oreilles. Tu pouvais voir davantage un gars de troisième trio. Ouais, effectivement. C'est difficile, là, mais c'était pas emballant. C'est pas le même genre. Parce qu'au niveau de l'intensité, il travaillait quand même bien là, avec Nylander. Les Panthers, donc, qui ont perdu Borgstrom là, dans cette transaction, mais qui ont quand même mis la main sur le hottest free agent, l'agent libre là, qui faisait tourner bien les têtes, là, Matt Kiersted. Marty, c'est un joueur que t'aimes bien, ça, quand même, Kiersted. Ben, je l'adore. Puis c'est pas la première fois que j'en parle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé un peu des séries éliminatoires de l'NCAA il y a peut-être 3 ou 4 semaines environ. J'en avais parlé de North Dakota, puis on parlait des Jake Sanderson, des Jacob Bernard-Docker, des Tyler Clevin. Puis je vous avais mentionné, n'oubliez pas Matt Kiersted. C'est lui qui a les meilleures statistiques. C'est lui qui joue sur la première paire aux côtés de Bernard-Docker, justement. Puis je vous avais dit, jetez un œil sur lui. C'est l'espoir le plus couru dans ceux qui vont devenir joueurs autonomes pour l'NCAA. Je l'aimais beaucoup. Puis lors des matchs que j'ai pu regarder de North Dakota, j'adorais son coup de patin, j'adorais sa première passe. Je trouvais qu'il était vraiment intelligent pour contrer les joueurs en défense. Pas le joueur le plus spectaculaire, mais qui est très, 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 très rapide et qui comprend très, très, très bien le jeu. Et là, avec la réputation, comme tu as dit, bien évidemment, les Panthers, en le signant, lui ont tout de suite promis tu vas jouer dans la LNH immédiatement. J'ai regardé 3 matchs de Matt Kiersted. Et honnêtement, les gars, là, vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Le premier match que j'ai regardé, c'était contre Columbus. Et tout bonnement, là, c'était la semaine dernière d'ailleurs, on venait de finir notre dernier podcast, puis je suis tombé sur le match Panthers-Blue Jackets. Là, j'ai fait, mon Dieu, je vais surveiller Kiersted un peu. Honnêtement, les gars, non seulement il n'était pas dépassé par le calibre de jeu, je dirais même qu'il était bon. Il était vraiment bon. Il jouait, puis au fur et à mesure du match, Joel Kenville l'a utilisé davantage au point qu'il était rendu sur la 2e paire de défenseurs avec Anton Stralman. Puis il avait vraiment pas l'air fou, le préparait des jeux, même failli marquer. J'ai vraiment été impressionné. J'ai revu d'autres matchs par la suite où il jouait avec Radko Gudas. Puis là, je sais que Nick, je pense que Radko Gudas, c'est peut-être moins ton style, puis c'est ça qui était drôle. C'est pas le style de grand monde, pour être honnête. Là. Non, exact, mais c'est ça qui était drôle. C'est que Radko Gudas paraissait plus mal que Kiersted. C'est lui qui faisait les revirements, c'est Kiersted qui aidait davantage son partenaire et non l'inverse. Mais tout ça pour dire, le gars, il a joué 5 matchs pour l'instant. Dans la LNH, seulement 5. Et je vous le dis, les gars, on dirait qu'il a joué pendant 5 saisons dans la LNH. C'est vraiment impressionnant. Puis les gars, pour les amateurs de hockey, les amateurs de peut-être pas de pool, de ligue simulée, etc. On sait jamais, là, ouais. Retenez ce nom-là. Le Matt Kiersted, je pense qu'il peut être vraiment, vraiment bon dans les prochaines années et devenir un des bons piliers des Panthers. Il a disputé 5 rencontres jusqu'à maintenant avec les Panthers. Il n'a toujours pas obtenu de points, mais ça devrait venir là, dans les prochains matchs. Puis l'autre facteur qui est intéressant, j'ai regardé un petit peu l'organigramme des Panthers de la Floride. Matt Kiersted, c'est un gaucher. Lorsque je vous dis surveiller ce nom-là, j'ai dit exclure les poules, mais oui, peut-être les poules également. Ouais. Parce que je vais vous donner une statistique, c'est un défenseur gaucher. J'ai regardé un peu l'organigramme des défenseurs des Panthers. Et là, évidemment, il y a des gars qui vont partir parce qu'ils vont tomber joueurs autonomes, etc. Mais Aaron Ekblad et Mackenzie Weegar sont les 2 meilleurs défenseurs, c'est des droitiers. Tu as Anton Stralman. Du côté des défenseurs gauchers, on s'entend, là, c'est pas la mer à boire. Tu as Gustav Forsling, tu as Keith Yandel qui est un peu... qui a un peu de difficulté avec Joel Kenville. Unidimensionnel aussi. Et ouais, exactement. Et surtout, qui n'a pas la confiance de son entraîneur. Tu as Kevin Connaughton. Et là, je me suis amusé à regarder un peu les espoirs. Tout ça pour vous dire, les gars, qu'à gauche, et c'est pas moyen que signer avec les Panthers, j'ai vu peut-être potentiellement 2 défenseurs gauchers qui pourraient peut-être avoir une chance de devenir meilleurs que Kiersted. Et encore là, c'est pas certain. Tu as Matt Gilden, qui joue présentement avec Bakersfield dans la Ligue américaine, qui n'a pas des mauvaises stats, là, de 10 points, 17 rencontres. Et tu as Vladislav Kolyachonok, qui est un défenseur qui a été repêché au 2e tour en 2019. Mais ce n'est pas des gros noms, ce n'est pas des gros espoirs, ce n'est pas des noms, ce n'est pas des espoirs de haut calibre. Donc, pensez-en un peu, les gars, il n'y a personne à gauche présentement en Floride. Non. Lui, là, s'il se développe comme il faut, là, c'est le gars qui peut se retrouver avec Aaron Ekblad ou Mackenzie Weegar. Puis, là, je dis Weegar, ça semble drôle, là, mais vous irez voir ses statistiques, une excellente saison.
ben, c'est là que je parle de pool de hockey. Il bouge bien la rondelle, il n'a pas peur d'envoyer la rondelle au filet, faire les jeux simples. Il va peut-être ramasser des points tout simplement de cette façon-là. Je vous le dis, c'est sûr que s'il joue avec Blad l'année prochaine, c'est sûr que ça a une valeur. Puis on s'entend que de jouer avec un bon défenseur, prenez Mike Commissary quand il joue avec Markov, écoutez, là, ça a fait une méchante différence. Donc c'est sûr que Kiersted, qui est déjà pas fou dans sa zone, il peut devenir un pilier, comme tu le disais, avec les Panthers. Je le dis, il joue comme un vétéran présentement. Il y a 5 matchs de jouer, puis tu as l'impression qu'il a joué. Ça fait 500 rencontres qu'il a joué. C'est vraiment... Un autre joueur là, qui vient de faire ses débuts dans la Ligue nationale, Nick, c'est Vitaly Kravtsov avec les Rangers, ancien choix de premier tour en 2018, 9e au total. As-tu aimé ses débuts? As-tu aimé ses premiers matchs? Écoute, quand j'ai su qu'il allait jouer son premier match dans la Ligue nationale, je suis tout de suite allé regarder des matchs qu'il avait disputés cette saison dans la KHL, parce que moi, mon impression que j'avais eu de Kravtsov, c'est un joueur avec beaucoup de talent, un excellent tir, mais niveau de compétition parfois qui était douteux. Et honnêtement, et je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais je trouve qu'il s'est vraiment amélioré de ce côté-là. Bon, il va perdre encore une bataille à 1 contre 1 ici et là. Mais, ce qui est normal pour un jeune quand même. Là. Oui. Mais c'est un gars de 6 pieds 3 qui est assez très, très mince pour sa grandeur. Alors, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir aussi gagner un peu de poids. Ça va être intéressant, mais j'ai pas détesté son niveau de compétition. Je trouve qu'il se plaçait bien. Évidemment, je pense que c'est son tir, son arme principale. Je sais pas, par exemple, si il y a vraiment un talent offensif élite. Et c'est ce qu'on disait de lui quand il a été repêché dans le top 10. Est-ce qu'il y a un talent offensif élite? Ben, je ne suis pas prêt à le dire. Je pense qu'il y a un bon talent offensif. Au même titre que Pavel Buchnevich a un bon talent offensif sans que ce soit un talent offensif élite. Mais je pense pas qu'il y avait un talent offensif qui justifiait qu'on le sélectionne aussi rapidement. Maintenant, j'ai aimé ce que j'ai vu. Même que le coach Quinn des Rangers a eu des bons mots pour l'implication de Kravtsov, ce qui est intéressant parce que c'est souvent son niveau d'implication qui est remis en question. Donc, moi, j'aime ça de ce point de vue-là. Je regarde le depth chart des Rangers, là, du talent, ils en ont, puis ils en ont beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il va être capable de faire sa place? Est-ce qu'il va être capable de monter jusqu'à un top 6? Parce que tu regardes, là, il y a du trafic là, avec les Rangers. Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que je souligne son niveau d'implication, parce que peut-être que Kravtsov va devoir trouver une niche finalement sur le 3e trio. Hein, et pour ça, il va falloir qu'il se salisse le nez, il va falloir qu'il travaille fort. J'ai l'impression, les gars, pour l'avoir vu jouer également, là, parce que moi, je trouve qu'au niveau... Moi, je pense qu'il est vendu individuellement, il y a des aptitudes élites. Je pense que c'est drôle parce qu'à son premier match, je pense que c'est dans une entrevue d'Entraque, Alexis Lafrenière s'est fait poser la question sur Vitaly Kravtsov. La première chose qu'il a dit, avec un sourire, là, ça voulait dire ouais, il est vraiment, vraiment excellent. Puis il a dit tout de suite il a vraiment, vraiment du talent individuel. C'est fou, ça lui sort par les oreilles. Puis que Lafrenière dit ça, ça m'en dit quand même long. Maintenant, moi, pas que c'est un joueur qui ne s'implique pas, même défensivement, je trouve qu'il est bon, il est bien placé, il met la pression au bon moment. Il y a un petit manque de dynamisme, je trouve. Je trouve qu'il n'est peut-être pas aussi impliqué que j'ai vu des séquences qu'il jouait avec Lafrenière lors de son premier match. Lafrenière, c'était continuellement dans les coins. Lui, ça travaillait. Lui, il forçait les choses avec les adversaires, etc. Kravtsov, c'était beaucoup plus... Pas qu'il ne travaillait pas du tout, mais au niveau de la Ligue nationale, j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Lors de son dernier match, c'était déjà mieux. Moi, les gars, ce que j'ai le goût de dire avec Kravtsov, en raison de ses très, très belles habiletés individuelles, mais que parfois, peut-être que ça manque de dynamisme, j'ai l'impression, sans comparer le joueur, là, un peu dans le même style que Yoel Armia, si on veut. Yoel Armia à Montréal. C'est ça, exact. Mais c'est un joueur, comme je le vois, c'est que c'est un joueur avec des attributs physiques. Là, il pourrait s'imposer dans les zones restreintes, il pourrait emmener large, mais c'est vraiment un grand joueur dans un style de joueur de finesse. C'est un grand joueur de finesse. Tu pourrais vraiment le voir crasher net avec les habiletés qu'il a, avec les mains qu'il a, son tir, sa vitesse, mais tu ne vas pas voir ça, il va plus rester en périphérie. C'est vraiment un joueur de finesse. Mais je pense, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord, Marty, par exemple, pour dire qu'il travaille beaucoup mieux cette saison qu'il travaillait avant? Ah ben oui, c'est indéniable. La saison dernière, lorsqu'il jouait à Hartford, son entraîneur avait vraiment dit il y a vraiment un manque de compétition. C'est ça. C'est ce que j'avais retenu. Alors, j'avais vraiment remarqué une différence, pareil, quand j'ai vu quelques-uns de ces matchs après coup avec le Tractor. Là.
Absolument. Donc, ton point avec Armia, Marty, est-ce que c'est qu'il y a du talent, mais que parfois il s'endort sur la patinoire? Est-ce que c'est ça ton comparatif? Ouais, c'est un peu ça, mais c'est surtout, là, moi, j'ai l'impression que ça va devenir ça, là. Puis, Yoel Armia, c'est la même chose à Montréal, là, vous le savez, les gars, là. Il y a un match, là, tu vas le regarder, il va avoir 4 points, il va avoir tout fait sur la patinoire. Il va avoir déjoué 5 gars dans le même chiffre. Là. Exact, il va faire le but de la semaine, puis ça va être incroyable. Le problème, c'est que là, après ça, il y a 5 matchs de suite où il ne fait absolument rien. Et Anthony Martineau décide de faire un débat avec Nicolas Cloutier le lendemain, la semaine suivante, pour dire est-ce qu'Armia est bon ou pas. Ouais. mais en tout cas, on s'ostine souvent sur Joël Armia, oui. Mais blague à part, vous comprenez ce que je veux dire. C'est des attitudes incroyables. Mais là, après ça, tendance à s'endormir. J'ai l'impression que Kravtsov, et ça peut s'améliorer, les gars. Il y a toujours place à amélioration. Mais ce que j'ai l'impression de voir, puis c'était pas quelqu'un que j'aimais beaucoup à son repêchage. Je l'avais beaucoup plus loin que d'autres. J'ai l'impression que ça va peut-être devenir ça. Là. Un joueur vraiment de troisième trio qui va montrer des super beaux flashs lors d'un match ou deux. Là. Lui aussi, n'a toujours pas de points dans la Ligue nationale, mais seulement que 4 parties derrière la cravate. Ailier droit de 21 ans. Merci beaucoup, messieurs. Autre bon podcast. On a presque fait 1h20. Je pense que ça suffit pour cette semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En terminant, juste rappeler aux gens qui suivaient le Frozen Four que UMass Lowell a battu, UMass a battu Saint-Claude en finale 5-0. C'est UMass tout court. UMass à Amherst, Lowell, c'est une autre université. Je m'excuse, Marty. UMass tout court qui a emporté la victoire sur Saint-Claude. Donc, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine où est-ce qu'on saura si le Canadien de Montréal a bougé encore une fois. Je rappelle que dès demain, le trade deadline se termine dans la Ligue nationale. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, là.